le mari milliardaire célébrait son anniversaire en compagnie de sa maîtresse, fêtant l'événement dans une insouciance cruelle, ignorant tout à fait que son épouse, enceinte, l'observait en retenant ses larmes dans l'ombre. Vu de l'extérieur, l'existence de Mathis de Montfort s'apparentait à un éblouissement perpétuel. Entrepreneur milliardaire de la nouvelle génération, il régnait sur un vaste attique immaculé situé dans le triangle d'or parisien. Il jouissait d'une réputation d'homme d'affaires aux manœuvres intrépides et partageait sa vie avec une épouse à l'image parfaite, Nathalie de Saint-Gilles, qui attendait avec grâce leur premier enfant. Mais derrière les photographies lissées des réseaux sociaux et les gros titres des gazettes mondaines se tissait une toile complexe de secrets et de cœurs brisés. Alors que la nuit de sa grandiose soirée d'anniversaire battait son plein, Mathis commit l'impensable, s'affichant avec sa maîtresse, Léa Fontaine, sous le regard larmoyant de Nathalie. Ignorant que sa femme enceinte l'observait depuis les ténèbres, il trinqua au champagne avec l'autre femme. La question n'était plus de savoir si leur monde allait s'effondrer, mais plutôt de mesurer l'ampleur dévastatrice de la chute. Mathis de Montfort était né dans les privilèges, mais l'histoire de sa vie était loin d'être un conte typique d'héritage opulent. Certes, son père, le patriarche Montfort, possédait un impressionnant empire industriel et maritime dont le siège dominait les quartiers d'affaires européens, et sa mère était issue d'une illustre lignée de la haute banque genevoise. Pourtant, Mathis lutta avec acharnement pour faire ses preuves au-delà des limites imposées par l'héritage de ses parents. Dès son plus jeune âge, il fit preuve d'une ambition dévorante qui le distingua rapidement de ses pairs. Tandis que les autres enfants écoutaient des contes de fées avant de dormir, Mathis dévorait la presse économique et mémorisait les indices boursiers mondiaux. À l'âge de 19 ans, Mathis intégra les bancs prestigieux d'HEC Paris. Dès sa 3e année, il investissait déjà dans l'immobilier de luxe. À 25 ans, il avait fondé une start-up technologique d'avant-garde qui s'était assuré des millions de financement en capital risque. Il dînait à la table de figures tutélaires telles que Bernard Arnault ou Xavier Niel lors de somptueux galas de charité, et les chroniques mondaines consacraient de nombreuses colonnes à ce prince de la technologie. L'univers de Mathis était un tourbillon de succès et d'effervescence. Des jets privés, des réceptions fastueuses sur les toits terrasses surplombant Paris, et des ventes aux enchères d'art où il n'hésitait pas à dépenser des centaines de milliers d'euros pour des chefs d'œuvre. Il était connu pour se présenter aux événements vêtu de costumes sur mesure ornés de boutons de manchette en or massif, incarnant avec une aisance déconcertante le rôle du magnate charismatique. En apparence, Mathis rayonnait de charme et de bienveillance. Il faisait régulièrement des dons à des causes philanthropiques, établissant des bourses d'études au nom de ses parents. Il était profondément respecté par ceux qui bénéficiaient de sa générosité. Mais malgré tous ses succès, Mathis ne parvenait pas à échapper au vide silencieux qui s'insinuait dans son attique solitaire chaque nuit. Lorsque les fêtes s'achevaient et que les crépitements des flashs s'éteignaient, un sentiment de vacuité s'installait. En dépit d'une liste interminable de connaissances, Mathis manquait de liens profonds et véritables. Il ne savait jamais vraiment qui l'appréciait pour ce qu'il était, et qui était simplement ébloui par sa fortune colossale. La presse à scandale se nourrissait des rumeurs sur ses relations, associant son nom à un ballet incessant de mondaines et d'actrices. Pourtant, aucune de ces idylles ne perdura. Tout bascula la nuit où il rencontra Nathalie de Saint-Gilles lors d'un gala de charité très habillé au profit de l'hôpital Necker-Enfants Malades. Nathalie, bien qu'issue d'un milieu plus modeste, possédait une élégance raffinée qui le subjugua immédiatement. Elle était bénévole au sein d'organisations non gouvernementales, consacrant son temps à des projets humanitaires dans des régions défavorisées du monde entier, là où Mathis préférait l'ostentation et s'entourait souvent de vacarme. Nathalie était réfléchie, mesurée, et dotée d'une assurance sereine. Leur cour fut fulgurante mais empreinte d'une profonde sincérité. En moins d'une année, ils s'unirent lors d'une cérémonie très fermée au cœur d'un domaine viticole ancestral dans le Luberon, sous le soleil mélancolique de la Provence. Mathis était intimement persuadé que Nathalie serait l'ancre capable de stabiliser les turbulences de son existence effrénée. Pendant un temps, il sembla avoir trouvé le bonheur absolu. Quelqu'un qui l'appréciait au-delà de son compte en banque. Qui le voyait comme un homme plutôt que comme une marque ou un nom prestigieux. Quelqu'un qui désirait bâtir une famille et un avenir transcendant les galas scintillants. Mais tout ce qui brille n'est pas d'or. Sous le vernis de leur existence, reposaient des fils de tension tissés par des secrets, des illusions, et l'attrait magnétique d'un désir interdit. Nathalie de Saint-Gilles avait grandi à 1000 lieues du faste inouï des Montfort. Fille de 2 professeurs de lettres classiques d'une petite ville de province, Nathalie avait très tôt appris la valeur du labeur et de la persévérance. Chaque été, elle offrait ses services à des œuvres caritatives locales et parcourait le monde avec des associations dédiées aux causes humanitaires et environnementales.
Nathalie était une femme profondément empathique, élevée par ses parents dans l'idée de se mettre à la place d'autrui et d'apporter son aide dès que possible. Lorsqu'elle épousa Matisse, elle pensa introduire ses racines altruistes dans sa sphère d'opulence. Elle imaginait des partenariats philanthropiques, alliant la puissance financière de Matisse à sa propre passion pour l'impact social. Durant quelque temps, cette dynamique fonctionna à merveille. Ils lancèrent des initiatives caritatives, firent d'importantes donations à la recherche médicale et parrainèrent des bibliothèques dans des quartiers sensibles. La haute société parisienne admirait la nature authentique de Nathalie, la décrivant comme le cœur battant de la philanthropie des Montfort. Mais après quelques années, Nathalie réalisa que les engagements de Matisse l'entraînaient dans des directions opposées. Entre ses expansions commerciales à Tokyo, Dubaï et Rio de Janeiro, il n'était que rarement présent au foyer, et le temps qu'ils passèrent ensemble se réduisit à de fugaces week-ends. La solitude s'insinua lentement dans les journées de Nathalie, mais elle se maintint occupée par ses projets de bénévolat, se persuadant que le dévouement de Matisse à son empire constituait, d'une certaine manière, un investissement pour leur futur commun. Puis vint un jour où elle ressentit une fatigue inhabituelle. Elle l'attribua d'abord à l'épuisement causé par sa dernière levée de fonds, mais d'infimes changements physiologiques, des nausées matinales, un odorat exacerbé, et des fluctuations émotionnelles, finirent par la pousser à acheter un test de grossesse. 2 lignes roses apparurent, nettes et irréfutables. Malgré l'angoisse sous-jacente qui l'étreignait, Nathalie fut submergée par une vague de joie ineffable. Cet enfant, croyait-elle, serait la pièce maîtresse qui unirait définitivement leurs deux mondes. Elle espérait que Matisse se sentirait poussé à ralentir le rythme, à être plus présent, tant physiquement qu'émotionnellement. C'était l'occasion rêvée d'ancrer leur mariage dans un engagement plus profond. Cependant, Nathalie perçut un changement chez Matisse avant même d'avoir eu l'opportunité de lui annoncer la nouvelle. Il semblait plus distrait, plus enclin à passer des appels téléphoniques mystérieux et à rentrer tard sans la moindre explication. Nathalie décida d'attendre l'instant parfait pour lui révéler sa grossesse. Peut-être une soirée paisible où il lui paraîtrait détendu. Les jours passèrent et Matisse demeura fébrile. Il annula une escapade prévue sur la côte normande, prétextant des urgences professionnelles. Son téléphone s'illuminait sans cesse de messages provenant de numéros inconnus. Les dîners tardifs se transformèrent en assiettes froides abandonnées sur la table de la salle à manger. Nathalie tentait de se rassurer en se disant que Matisse subissait simplement une forte pression. Après tout, des contrats chiffrés en milliards d'euros ne se concluaient pas tout seuls. Mais son cœur se serrait à mesure que grandissait le soupçon amer que quelque chose clochait profondément. Désireuse de se confier, elle se tourna vers son amie d'enfance, Jacqueline Roche, une infirmière pédiatrique au cœur d'or, qui connaissait Nathalie depuis leurs 10 ans. Autour d'un café crème dans un bistrot discret du Marais, Nathalie avoua finalement qu'elle était enceinte, tout en confiant sa terreur de voir son mariage lui échapper. Jacqueline l'écouta avec une attention bienveillante, rappelant à son amie que la communication demeurait la clé de voûte de toute relation. Nathalie prit la résolution, ce soir-là, d'annoncer l'arrivée du bébé à Matisse le plus rapidement possible. Elle était convaincue que ce miracle partagé restaurerait leur complicité perdue. Mais à son insu, l'esprit de Matisse dérivait de plus en plus loin, prisonnier d'un secret destructeur qui allait bientôt bouleverser leur vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Léa Fontaine était un nom qui parcourait les cercles de la haute société parisienne comme un murmure dans le vent. On parlait d'elle avec un mélange de fascination, de jalousie et d'effroi. Née dans une petite bourgade de la côte atlantique, Léa était montée à la capitale avec des ambitions démesurées. Elle ne venait pas d'une famille aisée, et pourtant, elle possédait un don singulier pour s'infiltrer dans les événements les plus exclusifs. D'aucuns affirmaient qu'elle exerçait un charme hypnotique. D'autres soutenaient qu'elle était simplement d'une redoutable ruse. Quoi qu'il en soit, Léa cultivait des relations avec quiconque pouvait servir son ascension sociale. Elle travailla brièvement comme mannequin, obtint des rôles mineurs dans des feuilletons télévisés, et devint peu à peu une figure incontournable des clubs les plus élitistes de la capitale. Vêtue de robes de créateur, souvent acquise grâce à l'aide de ses relations, elle attira l'attention de nombreux magnats, de célébrités, et même de quelques aristocrates. Léa était un caméléon, adoptant la personnalité qui convenait le mieux à chaque situation. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne jette son dévolu sur une proie plus imposante. Le gala de charité organisé par Matisse au sein du majestueux musée du Louvre constitua son terrain de chasse idéal. L'imposante architecture, parée de sculptures antiques et de toiles de maître, vibrait de la présence des acteurs les plus influents de la ville. L'objectif officiel de la soirée était de récolter des fonds pour une nouvelle aile du musée.
Mais derrière le tintement des coupes de champagne et le bruissement des robes de haute couture, chacun luttait pour affirmer son statut social. Léa, sculptée dans une robe émeraude d'ONU qui sublimait sa chevelure rousse incendiaire, fit son entrée avec l'assurance de celle qui possède les lieux. Elle balaya la salle du regard jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Matisse. Un sourire ravageur, une posture imposante, et un costume bleu nuit sur mesure qui lui seyait à la perfection. Immédiatement, elle décela une fêlure sous sa façade d'homme invincible. Elle s'attarda en lisière de la foule jusqu'à trouver une brèche pour l'aborder. Leur première conversation dégoulinait d'une séduction insidieuse. Léa riait exactement aux instants propices, effleurant d'une main légère l'avant-bras de Matisse. Elle loua sa vision philanthropique, le qualifiant de l'un des rares hommes authentiques parmi l'élite féroce de Paris. Matisse, flatté par tant d'attention, trouva un certain réconfort en sa présence. Elle détonnait parmi les mondaines habituelles qui ne voyaient en lui qu'un trophée. Ou du moins, c'est ce qu'il crut. Au fil des semaines suivantes, Léa s'immisça avec une virtuosité diabolique dans le quotidien de Matisse. Elle apparaissait aux mêmes œuvres de bienfaisance, feignant le hasard absolu. Elle lui adressait des courriels évoquant de potentielles collaborations pour un défilé de mode caritatif. Avec le temps, Matisse se laissa happer par des conversations téléphoniques nocturnes, ponctuées de rires suggestifs et de confidences éphémères concernant leur lutte personnelle. Léa sut exploiter avec brio la solitude de Matisse, lui offrant une échappatoire à ses angoisses conjugales. Matisse, malgré son génie des affaires, sous-estima le danger inhérent à la vulnérabilité émotionnelle. Plus il savourait les flatteries de Léa, plus il dissimulait de secrets à Nathalie. Bientôt, des dîners clandestins se substituèrent aux courtoises réunions professionnelles. L'ivresse du champagne et l'attrait de son attention inébranlable devinrent une addiction, éclipsant la culpabilité qui planait aux abords de sa conscience. Léa Fontaine n'était pas une simple passade. Elle s'était insinuée dans les interstices même du mariage de Matisse. Mais tandis qu'il succombait à la tentation, il demeurait aveugle au fait que chaque secret rapproche l'heure du châtiment public, particulièrement lorsque les enjeux atteignent de tels sommets. Nathalie ne s'était jamais considérée comme une femme encline à la jalousie ou à la paranoïa. Elle accordait une confiance totale à Matisse, le sachant être un homme d'affaires intègre et un individu valorisant la loyauté. Néanmoins, elle ne put ignorer les infimes altérations de son comportement. Lorsque Matisse commença à recevoir une quantité anormale de messages tard dans la nuit, sa curiosité fut piquée. Lorsqu'il se volatilisait pour des dîners d'affaires d'urgence qui ne débouchaient sur aucune annonce officielle, l'angoisse qui tenaillait son estomac s'intensifiait. Un lundi matin, Nathalie s'éveilla pour découvrir Matisse déjà vêtu, murmurant au téléphone sur le balcon de leur luxueux appartement haussmannien. Il se tourna vers elle et mit brutalement fin à la communication. La crispation de sa mâchoire et son silence subit lui dictèrent tout ce qu'elle redoutait, il dissimulait quelque chose. Elle s'approcha et posa doucement une main sur son bras, l'interrogeant sur la nature de cet appel. Matisse esquissa un sourire rassurant de façade, prétextant une affaire courante qu'il ne pouvait divulguer pour le moment. Bien que Nathalie désirât ardemment le croire, son intuition hurlait le contraire. Une lourdeur oppressante s'abattit sur le quotidien de Nathalie. Elle préparait silencieusement le petit déjeuner chaque matin, attendant que Matisse la rejoigne à table. Parfois, il se contentait d'engloutir une tartine avant de filer. D'autres fois, il partait précipitamment sans la moindre explication. Le soir, Nathalie s'asseyait dans leur vaste salon, lisant ou tentant de peaufiner ses agendas caritatifs, tandis que Matisse tapotait frénétiquement sur son téléphone à l'autre bout du canapé. Dès qu'elle tentait de jeter un coup d'œil, il inclinait son écran. Déterminée à ne pas tirer de conclusions hâtives, Nathalie sollicita de nouveau les conseils de Jacqueline Roche. Elles se retrouvèrent dans un café chaleureux, et Nathalie avoua l'ampleur de ses soupçons. Jacqueline lui conseilla de s'entretenir ouvertement avec Matisse, d'exiger une honnêteté absolue pour le bien de leur mariage et de l'enfant à naître. Nathalie comprit la sagesse des mots de Jacqueline. Pourtant, une terreur indicible la paralysait. Elle redoutait qu'une confrontation avec Matisse ne vînt confirmer ses pires cauchemars. Ou pire, qu'elle ne le repoussât définitivement. Sa détermination faiblit encore lorsqu'elle tomba par hasard sur une note de restaurant glissée dans l'une des vestes de costume de Matisse. Un reçu pour 2 dîners somptueux à l'Ambroisie, sur la place des Vosges. La date correspondait très exactement à la soirée où il avait prétendu être retenu par un conseil d'administration. Elle reconnut le prélèvement effectué sur la carte American Express noire que Matisse réservait exclusivement à ses dépenses personnelles. Son cœur cogna à se rompre alors qu'elle imaginait Matisse,
assis sous les lumières tamisées et romantiques de l'Ambroisie, en compagnie d'une autre femme. Elle était enceinte, portant son enfant, et tout ce qu'il trouvait à faire était d'inventer des stratagèmes pour fuir ailleurs. Tard cette nuit-là, Nathalie attendit le retour de Mathis. Il tituba dans l'appartement bien après minuit. Une effluve de parfum capiteux, très différent du sien, s'accrochait au col de sa chemise. Elle se tenait au sommet du grand escalier en colimaçon, les larmes brouillant sa vue. Il se figea en l'apercevant, marmonnant une justification pâteuse sur des dîners clients qui s'éternisaient. Nathalie voulut hurler, exiger la vérité nue, mais les mots se bloquèrent dans sa gorge. Au lieu de cela, elle tourna les talons, laissant ses larmes silencieuses exprimer l'indicible. Sans qu'elle ne s'en doutât, le prochain acte de cette machination perverse était déjà orchestré. Car dans moins d'un mois se profilait l'anniversaire de Mathis, et avec lui, une tempête parfaite s'apprêtait à se déchaîner. L'anniversaire de Mathis avait toujours été un événement d'une extravagance inouïe, planifié par une petite armée de professionnels, d'experts en relations publiques et de personnel de maison. Les festivités de cette année ne feraient pas exception. Son 30e anniversaire promettait d'éclipser toutes les célébrations précédentes. Dans les salons de la haute société parisienne, on ne parlait que des invitations très convoitées, adressées à des acteurs célèbres, des alliés stratégiques et des figures politiques de premier plan. Le bruit courait que la réception se tiendrait à bord d'un yacht majestueux amarré sur la Seine, agrémenté d'un orchestre symphonique, d'un feu d'artifice privé et d'une gastronomie d'exception. Historiquement, Nathalie jouait un rôle central dans l'orchestration de ces somptueux galas. Elle affinait la liste des invités, validait la scénographie et travaillait de concert avec Mathis pour s'assurer que tout frôlât la perfection. Mais cette fois-ci, Mathis s'impliqua bien plus qu'à l'accoutumée. Il délégua l'essentiel des tâches à un organisateur d'événements mondains, jeune et branché, nommé Mathis Duval, reléguant Nathalie à la périphérie. Elle fit de son mieux pour s'investir, mais chaque fois qu'elle tentait de confirmer un détail, l'organisateur Mathis Duval invoquait vaguement des instructions confidentielles émanant de Monsieur de Montfort. Nathalie se sentit exclue, reléguée au rang d'accessoire dans ce qui aurait dû être la célébration de leur union. Dans l'ombre, Mathis de Montfort luttait contre ses propres démons. S'il aimait sincèrement Nathalie pour son inaltérable douceur et chérissait l'idée de l'enfant à venir, il n'en demeurait pas moins envoûté par la sensualité sauvage de Léa. Tiraillé entre le remords et l'ivresse, il s'était absurdement convaincu de pouvoir naviguer entre ces deux mondes. De manière troublante, Léa suggéra avec insistance qu'elle désirait participer à la soirée d'anniversaire. Elle le tourmenta avec des messages énigmatiques évoquant un présent exceptionnel qu'elle souhaitait lui remettre en main propre. L'idée de la faire entrer clandestinement parmi l'élite provoquait en lui un mélange suffocant d'adrénaline et de terreur. Par instant, Mathis songea à avouer son infidélité à Nathalie. Le poids du mensonge l'écrasait, d'autant qu'il la voyait s'étioler au fil des jours. Il remarquait son humeur morose, l'appréhension qui voilait son regard, mais il demeurait mutique. Il se demandait parfois si c'était sa propre lâcheté, la peur de perdre Nathalie, la peur du scandale public, la peur de briser l'édifice parfait qu'il avait bâti, qui le réduisait au silence. Pendant ce temps, Nathalie puisait son espoir en se concentrant sur la vie qui grandissait en elle. Malgré l'effritement de son mariage, elle s'accrochait à l'illusion qu'une nouvelle naissance apporterait un renouveau inespéré. Elle consulta le docteur Monique Sabatier, une obstétricienne réputée de l'hôpital américain de Paris. Le médecin confirma que la grossesse se déroulait à merveille, mais enjoignit Nathalie à se ménager et à fuir toute source de stress. Nathalie esquissa un rire nerveux, pleinement consciente que sa vie actuelle était tout sauf apaisante. Pourtant, les clichés échographiques révélant un minuscule cœur palpitant lui offraient une étincelle de force à laquelle elle se raccrochait désespérément. Dans une tentative poignante de restaurer un semblant d'unité, Nathalie proposa à Mathis de Montfort d'annoncer officiellement sa grossesse lors de la soirée. Elle s'imaginait partager la nouvelle avec leurs intimes et leurs associés comme un symbole de triomphe et d'espérance. Mathis hésita. D'une part, il refusait de détourner l'attention de l'extravagance de sa fête. D'autre part, il était tétanisé à l'idée de la réaction de Léa. Ainsi, les nœuds de la tension continuèrent de se resserrer. Les invitations furent expédiées, le navire fut apprêté, et tout Paris frémissait d'impatience dans l'attente de la soirée de la décennie. Chaque jour qui passait, Nathalie pressentait l'imminence d'un événement monumental, qu'il fût salvateur ou destructeur. Elle ignorait que lorsque la nuit fatidique s'abattrait, ses pires terreurs seraient balayées par une trahison d'une noirceur absolue. Une brise estivale caressait les flots de la Seine alors que le yacht des Montfort scintillait sous le ciel crépusculaire. Le bâtiment,
judicieusement baptisé l'Absolu, était une merveille de modernité. Des ponts en teck lustré, une coque aux reflets argentés, et un pont supérieur drapé de guirlandes lumineuses féeriques. Les convives arrivaient en berline de luxe, foulant un tapis rouge qui se prolongeait jusqu'à l'entrée somptueuse du navire. Les photographes se bousculaient sur les quais, avides d'immortaliser le Gotha de la capitale. La réputation de Matisse en tant que visionnaire garantissait à chacun l'envie d'assister à ce spectacle. La scénographie, pensée par l'organisateur Mathis Duval, déployait des centaines d'orchidées immaculées, des nappes bordées d'or et des lustres de cristal diffusant une lumière chaude sur les invités. Un orchestre symphonique interprétait des pièces classiques revisitées, instaurant une atmosphère à la fois grandiose et sophistiquée. Partout où Nathalie posait les yeux, elle reconnaissait des visages familiers. Des ministres, des présidents de grands groupes, des icônes de la mode, et même un acteur de premier plan pressenti pour un César. Les convives flânaient en dégustant des coupes de champagne millésimées et des canapés confectionnés par un chef triplement étoilé. Nathalie, parée d'une fluide robe bleu saphir qui dissimulait pudiquement la courbe naissante de son ventre, s'efforçait de jouer les hôtesses radieuses. Elle distribuait des sourires courtois, alimentait les conversations sur ses œuvres caritatives, et remerciait ses hôtes de leur présence. Mais sous ce masque de maîtrise, son cœur tambourinait d'angoisse. Matisse restait introuvable. Elle l'avait aperçu plus tôt, saluant des investisseurs étrangers, mais il s'était évanoui dans la marée humaine peu de temps après. Finalement, Nathalie distingua Matisse près du bastingage, absorbé par une conversation animée avec une femme de dos. Le souffle de Nathalie se coupa en reconnaissant la cascade de boucles rousses de Léa, identifiable entre mille, même de dos. Elle portait une robe noire moulante, soulignée par une rivière de diamants qui brillait comme une constellation. Matisse semblait tendu, gesticulant d'une manière qui trahissait son effort pour conserver contenance. L'estomac de Nathalie se noua. Une envie irrépressible d'intervenir la saisit. Mais à cet instant précis, un membre du conseil d'administration du groupe Montfort l'intercepta pour évoquer la prochaine assemblée des actionnaires. Prisonnière des convenances sociales, Nathalie se fit violence pour échanger des banalités d'usage. Pendant ce temps, ses yeux fuyaient inlassablement vers Matisse et Léa. Elle observa avec effroi Léa poser une main audacieuse sur le torse de Matisse, un geste d'une intimité intolérable pour une simple conversation mondaine. Quelques instants plus tard, le chef d'orchestre frappa son pupitre de sa baguette, et un silence respectueux enveloppa l'assemblée. L'organisateur Mathis Duval prit place au centre de la scène, micro en main, annonçant le lancement des festivités, louant Matisse de Montfort pour son génie et sa philanthropie. Les projecteurs convergèrent vers Matisse, qui s'avança en arborant un sourire étudié. Il prononça un discours concis, remerciant chaleureusement ses invités. Il évoqua ses futures conquêtes industrielles, ses rêves caritatifs, et souligna l'importance de chaque personne présente dans son ascension. Ce que Matisse omettait soigneusement de mentionner, c'était l'enfant que portait Nathalie, ainsi que la femme tapie dans l'ombre derrière lui. Le cœur de Nathalie sombra. Ils avaient pourtant convenu d'annoncer la grossesse, mais Matisse semblait avoir opportunément occulté ce projet. À la fin du discours, la foule éclata en applaudissements. La musique reprit de plus belle. La fête redoubla d'intensité tandis que des feux d'artifice embrasaient le ciel parisien de gerbes colorées se reflétant sur la Seine. Un tourbillon d'allégresse emporta l'assistance. Toute l'assistance, à l'exception de Nathalie. Elle se tenait là, se sentant invisible et désespérément seule, ignorante de la profondeur du gouffre qui s'apprêtait à s'ouvrir sous ses pieds. Isolée au milieu de cette noblesse de fortune et du flot de rire cristallin, Nathalie ressentit une impulsion irrationnelle de monter vers le pont supérieur, où un salon privé s'étendait à l'abri des regards. Son instinct lui hurlait que Matisse et Léa s'y trouvaient, dissimulés aux yeux de la foule. Alors que les étincelles illuminaient les cieux, Nathalie s'éclipsa discrètement et gravit l'escalier en colimaçon. Chaque marche résonnait au rythme de ses pulsations frénétiques. Au sommet, la lueur tamisée des lampes apposées révélait des espaces cossus, aménagés pour des confidences intimes. Nathalie scruta l'espace, ses yeux s'habituant à la pénombre. Et là, derrière un imposant piano à queue, elle les découvrit. Matisse et Léa, nichés dans une alcôve, à demi masqués par de lourds voilages qui frémissaient dans le vent. Ils riaient doucement, les visages frôlés, des flûtes de champagne à la main. Le souffle de Nathalie se figea dans sa gorge lorsqu'elle vit Léa reposer une main manucurée sur l'épaule de Matisse, se penchant pour lui murmurer une confidence à l'oreille. L'étincelle dans le regard de Matisse, la décontraction de son attitude, tout s'enfonça comme une lame glacée dans la poitrine de Nathalie.
C'était cette facette de lui qu'elle adorait lors de leur première rencontre. Ouvert, serein, ensorcelé. Désormais, ce regard était offert à une autre femme. Les larmes aveuglèrent Nathalie. Son premier réflexe fut de fuir, de s'épargner l'ignominie d'une confrontation. Pourtant, incapable de détourner les yeux, elle sentit sa poitrine se broyer lorsqu'elle entendit Mathis rire doucement et repousser délicatement une mèche rebelle du visage de Léa. En cet instant précis, le cœur de Nathalie vola en éclats avec une clarté vertigineuse. Le soupçon qui la dévorait depuis des semaines prenait la forme d'une preuve indéniable. Soudain, Léa se pencha et posa tendrement ses lèvres sur celles de Mathis. Le baiser ne dura qu'une seconde, mais il parut une éternité à Nathalie. Ses émotions se muèrent en un cocktail acide de fureur, de désolation et de trahison. Elle avait rêvé de surprendre Mathis avec l'annonce de cet enfant à naître, les imaginant s'étreindre en pleurant de bonheur. À présent, elle pleurait seule, le regardant partager une intimité absolue avec sa maîtresse. Nathalie porta une main tremblante à sa bouche pour étouffer les sanglots qui menaçaient de briser le silence feutré du pont supérieur. Elle recula, le tissu délicat de sa robe bruissant sur le parquet de teck. Tournant les talons, elle dévala l'escalier, abandonnant derrière elle les mirages scintillants de la nuit. Elle se glissa dans la foule, invisible, les larmes coulant sans un bruit. Dans le grand salon, elle heurta Christophe de Beaumont, un ami fidèle et de longue date de la famille de Montfort. L'inquiétude ravagea ses traits lorsqu'il aperçut les yeux rougis de Nathalie. Elle ne put que balbutier dans un murmure étranglé, « Je ne peux plus rester ici, Christophe. Je t'en prie, aide-moi. » Sans l'ombre d'une hésitation, Christophe la guida vers une berline stationnée sur les quais. À travers la vitre teintée, Nathalie jeta un ultime regard au yacht. Un brasier de lumière et d'allégresse qu'elle ne reconnaissait plus. C'était l'anniversaire de Mathis, et il le célébrait avec une autre femme, tandis que son épouse enceinte s'évaporait dans les ténèbres, les joues maculées de larmes. Mathis, ignorant que Nathalie avait été témoin de son infamie, regagna le pont inférieur après son interlude clandestin. Il trouva la fête à son apogée, les invités agglutinés autour des bars, l'orchestre entamant une valse vibrante. Ce n'est que 20 minutes plus tard qu'il réalisa l'absence de Nathalie. L'angoisse s'insinua dans ses veines tandis qu'il scrutait la mer de visages élégants. Elle était introuvable. Convoquant l'organisateur Mathis Duval, il lui demanda s'il avait aperçu son épouse. Duval haussa les épaules, mentionnant vaguement qu'elle avait disparu peu après son discours. Une vague de terreur submergea Mathis, son esprit s'emballant, avait-elle découvert l'existence de Léa? La panique l'envahit alors qu'il s'extirpait de la réception pour tenter de la joindre sur son téléphone. Aucune réponse. Pendant ce temps, Christophe de Beaumont conduisait une Nathalie dévastée vers l'hôtel particulier de son ami, situé dans le très chic 16e arrondissement. Elle avait exigé de s'y rendre, réclamant des réponses, un point final, n'importe quoi pour chasser l'image insoutenable de Mathis et Léa enlacés. Durant le trajet, Christophe, qui considérait Mathis comme un frère depuis l'enfance, tenta avec une infinie douceur de démêler le fil de la tragédie. Nathalie parvenait à peine à formuler une phrase. Ses larmes affluaient par vagues successives, ponctuées de gémissements sourds. À leur arrivée, Nathalie s'effondra sur le vaste canapé de velours, ses mains tremblantes agrippant un coussin. Christophe prit place à ses côtés, posant un bras protecteur sur ses épaules. Il ressentait le devoir viscéral de la protéger, tout en bouillant de rage contre Mathis pour avoir piétiné les valeurs sacrées inculquées par leurs aïeux. De retour sur le yacht, Mathis reçut enfin un message laconique de Christophe. Nathalie est en sécurité. Je te suggère de venir immédiatement. Le soulagement percuta l'effroi lorsque Mathis déchiffra le message. Sans la moindre explication à ses hôtes, il déserta discrètement la soirée, ignorant le regard inquisiteur de Léa. Moins d'une demi-heure plus tard, il pénétra dans le silence cathédral de l'hôtel particulier. Il y trouva Nathalie recroquevillée sur le divan, le visage ravagé par un désespoir si abyssal qu'il en eut la nausée. Christophe se tenait debout près de la haute fenêtre, les bras croisés dans un mutisme accusateur. L'air était saturé d'électricité, pareil à l'atmosphère lourde précédant un orage. Nathalie balbutia Mathis, la voix brisée. Elle leva les yeux, noyée de douleur. « Ne m'approchez pas », murmura-t-elle avec une froideur glaciale. « Je vous ai vu avec elle. Je vous ai regardé l'embrasser le soir de votre anniversaire, Mathis. Alors que je porte votre enfant.
Le passage soudain au vouvoiement claqua comme un coup de fouet dans l'air confiné du salon. Ces mots le frappèrent de plein fouet. « Vous êtes enceinte » balbutia-t-il, le choc et la honte inondant son visage. Elle opina misérablement du chef, de nouvelles larmes roulant sur ses joues. La pleine mesure de son abjection s'abattit sur Mathis comme un couperet. Cet instant aurait dû être l'apothéose de leur bonheur, la révélation de la naissance à venir. Au lieu de cela, il s'imposait comme le bourreau de Nathalie. Une culpabilité vertigineuse le terrassa. Il tenta d'esquisser un pas vers elle, mais elle se figea, levant une main impérieuse pour le repousser. Christophe s'éclaircit la gorge. « Mathis, tu as franchi une ligne de non-retour. Nathalie a besoin d'être seule, et toi, tu ferais bien de revoir tes priorités. Je te suggère de trouver un autre endroit où dormir cette nuit. » Déchiré entre l'irrépressible besoin de consoler son épouse et le respect de son incommensurable souffrance, Mathis acquiesça lentement. « Je suis désolé, » murmura-t-il, la voix chevrotante. Nathalie ne répondit pas, se contentant de clore les paupières et de détourner le visage. Christophe escorta Mathis jusqu'à la lourde porte en chêne, le livrant à la froide réalité de ses actes en cette nuit qui aurait dû être la plus belle de sa vie. Le lendemain matin, Nathalie s'éveilla dans le silence pesant de la demeure. La lumière du jour filtrait à travers les immenses baies vitrées, jetant une clarté crue sur les vestiges de son cœur brisé. Christophe avait dormi dans la chambre d'amis pour s'assurer qu'elle ne sombrerait pas seule. Alors qu'elle buvait un thé brûlant au comptoir de marbre, Nathalie se sentait exsangue, comme si on lui avait arraché l'âme durant son sommeil. L'image de Mathis et Léa restait gravée au fer rouge dans son esprit. Aucun torrent de larmes ne parviendrait à l'effacer. Christophe s'approcha à pas feutrés. « Comment te sens-tu » demanda-t-il d'un ton pétri de sollicitude. Les lèvres de Nathalie se pincèrent en une ligne amère et brisée. « J'ai besoin de réponses. J'ai le droit de savoir depuis combien de temps cette mascarade dure. » Puisant dans des réserves de force qu'elle se connaissait à peine, Nathalie composa le numéro de Mathis. Il décrocha à la première sonnerie. Ils convinrent de se retrouver dans un salon privé du palace Le Meurice, à l'abri des objectifs des paparazzis et des regards indiscrets. Christophe proposa de l'escorter, mais Nathalie exigea d'affronter son mari seul. À son arrivée, Mathis l'attendait déjà dans un boudoir retiré, une tasse de café intacte devant lui. Lui, dont l'allure était d'ordinaire d'une perfection absolue, portait les stigmates d'une déroute totale, chevelure en bataille, chemise froissée, cernes profonds creusant son visage. Dès qu'il l'aperçut, un flot de remords tordit ses traits. Il se leva précipitamment, mais Nathalie leva la main, lui intimant de rester assis. Sans le moindre préambule, elle trancha. « Depuis combien de temps » Mathis hésita, déglutissant péniblement. « Quelques mois je l'ai rencontré lors d'un gala de charité. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent si loin. » Les mains de Nathalie tremblaient sur la nappe. « Et vous m'avez caché cela pendant que je portais notre enfant » Sa voix se brisa sous le poids de l'incrédulité. Il hocha la tête, les larmes embuant son regard. « J'ignorais que tu étais enceinte. Et oui, j'ai été lâche, d'un égoïsme monstrueux. J'étais sous une pression écrasante, et Léa elle semblait me comprendre d'une certaine façon. » Sa voix s'éteignit, submergée par la honte de cette pitoyable justification. Un maelstrom d'émotions ravageait Nathalie. Fureur, tristesse abyssale, trahison absolue. Elle luttait pour ne pas flancher. « L'aimez-vous » parvint-elle à souffler. Mathis laissa échapper une respiration saccadée. « Non, Nathalie. Ce n'a jamais été de l'amour. Ce fut une erreur. Une erreur désastreuse et stupide. C'est toi que j'aime. Tu es ma femme, la seule que j'ai jamais véritablement désirée. » Le poids de ses aveux s'abattit sur eux comme un linceul étouffant. L'esprit de Nathalie repassa le film de leur mariage, les vœux qu'il avait prononcés, la dévotion sincère qui brillait alors dans ses yeux. Elle se rappela leur promesse de bâtir un avenir ancré dans la confiance. Aujourd'hui, elle remettait en question l'authenticité de chaque seconde vécue à ses côtés. C'est alors que le téléphone de Nathalie vibra. Un message de Jacqueline Roche. « Je suis navrée d'ajouter à ton fardeau, mais Marc Icard, l'écotier parisien,
fouille dans l'incident du yacht. Des paparazzi ont publié des photos de toi fuyant en larmes. Appelle-moi. Le cœur de Nathalie fit un bond dans sa poitrine. L'infamie intime qu'elle tentait de gérer s'apprêtait à être jetée en pâture à la place publique. Mathis tendit la main vers elle, mais elle s'en détourna vivement. Je n'ai pas la force d'affronter cela maintenant. La meute des tabloïds est déjà lâchée. Je dois décider de ce que je vais faire de nous. De cet enfant. De tout ce désastre. Nathalie se leva, la voix tremblante de douleur à vif. Elle tourna les talons, emportant avec elle le chaos de ses sentiments contradictoires. Mathis, abandonné dans le velours du boudoir, sentit s'abattre sur lui tout le poids des conséquences funestes qu'il avait lui-même enclenchées. La révélation publique de l'infidélité du milliardaire se répandit dans la presse comme une traînée de poudre. Les blogs, la presse à scandale et les plateaux de télévision s'emparèrent de l'affaire, disséquant les moindres détails de la liaison secrète. Les clichés de Nathalie fuyant le yacht en larmes firent le tour de la toile, alimentant d'interminables conjectures. Allait-elle le quitter définitivement? Y avait-il un contrat de mariage blindé? L'enfant à naître était-il en danger? Face à l'explosion du scandale, l'image publique si minutieusement forgée par Mathis commença à se fissurer. Les investisseurs s'alarmèrent, redoutant que cette crise conjugale ne vînt ébranler le groupe Montfort et Associés. Les chroniqueurs mondains s'emparèrent de la moindre bribe d'information, passant au crible la fortune de Mathis, ses montages financiers et ses œuvres caritatives. Pire encore, Léa Fontaine semblait se délecter de la lumière des projecteurs, attisant les rumeurs par des publications sibyllines sur les réseaux sociaux, évoquant une passion dévorante et un homme digne de connaître le grand frisson. Nathalie trouva asile dans l'hôtel particulier de Christophe de Beaumont, fuyant son propre domicile dont chaque mur exsudait le poison de la trahison. Jamais elle n'avait autant chéri le besoin d'anonymat. Son téléphone vibrait sans discontinuer sous les appels d'amis bien intentionnés et de journalistes sans scrupules en quête de la confession exclusive. Jacqueline Roche lui rendait de fréquentes visites, l'épaulant lors de ses consultations prénatales. Sans la vie qui battait en elle, Nathalie aurait probablement sombré dans l'abîme. Au lieu de cela, elle puisa sa force dans la certitude que son enfant réclamait sa présence. Mathis, prêt à tout pour sauver les ruines de leur union, submergeait Nathalie de messages, de suppliques et de promesses. Il proposait d'entamer une thérapie de couple, de rayer définitivement Léa de sa vie, de crier sa dévotion sur la place publique. Mais plus il insistait, plus Nathalie s'enfermait dans son mutisme. Elle restait hantée par la vision de lui et Léa sur le yacht, cette familiarité troublante qui suggérait bien plus qu'une simple parenthèse charnelle. Pendant ce temps, le groupe Montfort et Associés essuyait sa propre tempête. De grands actionnaires menaçaient de retirer leurs billes, effrayés par l'opprobre qui entachait le nom de l'entreprise. Les magnats rivaux rôdaient comme des charognards, guettant la chute du cours de l'action pour fondre sur la proie. Mathis enchaînait les réunions de crise avec le conseil d'administration, jurant que ses frasques personnelles n'entameraient en rien la solidité du groupe. Bien que son charisme légendaire permît d'apaiser certains esprits, l'ombre du désastre planait. Un jour, Mathis implora Christophe de Beaumont de lui accorder une entrevue secrète. Lassé par ce jeu du chat et de la souris, Christophe céda, jugeant que cela pourrait aider Nathalie à percer à jour les véritables intentions de son mari. Ils se rencontrèrent dans la bibliothèque privée que Christophe avait louée pour l'après-midi, loin des flashs et des curieux. Mathis s'y présenta les traits tirés par l'épuisement, son arrogance balayée par une profonde humilité. « Je t'en prie, Christophe » implora Mathis d'une voix sourde. « J'ai besoin de toi. Je ne peux pas perdre Nathalie. Elle est toute ma vie, et cet enfant aussi. Je dois devenir un homme meilleur. » Christophe l'observa avec un scepticisme implacable. « Je te connais depuis l'enfance, Mathis. Je sais que tu n'es pas dépourvu d'âme, mais tu as commis l'irréparable. Si tu espères réparer ce massacre, des excuses ne suffiront pas. Tu dois anéantir tout lien avec Léa. Tu dois prouver ta loyauté chaque seconde de chaque jour, et tu dois accorder à Nathalie le temps qu'il lui faudra. » Mathis acquiesça, la vue brouillée par les larmes. « Je suis prêt à traverser les flammes s'il le faut, » murmura-t-il, une lueur d'urgence absolue dans les yeux. Mais les mots restaient vains.
Nathalie, terrassée par le chagrin, exigeait plus que des serments. Il lui fallait des actes tangibles prouvant que Mathis pouvait se métamorphoser pour sauver leur avenir. L'air de Paris était électrique dans les jours précédant l'interview télévisée exclusive accordée par Léa Fontaine. Les murmures enflaient dans les salons parisiens. Les journaux titraient « Les confessions choc de Léa Fontaine » et la sphère numérique s'enflammait en tentant de deviner quel obscur secret la maîtresse de Mathis de Montfort s'apprêtait à déballer. Depuis son refuge chez Christophe de Beaumont, Nathalie guettait l'événement avec un effroi grandissant, voyant son naufrage intime transformé en pièce de théâtre populaire. Mathis était tout aussi ravagé par l'angoisse. Malgré ses efforts pour maintenir le cap du groupe face à l'offensive redoutable de son rival, Bernard de la Rochefoucauld, son esprit demeurait hanté par l'apparition télévisée de Léa. Il redoutait qu'elle ne dévoilât des détails d'une telle intimité qu'aucune cellule de crise ne pourrait jamais réparer. Mais surtout, il craignait l'impact dévastateur de ce cirque médiatique sur Nathalie, dont la santé physique et psychologique vacillait dangereusement sous le poids de la grossesse. Un jeudi soir, sous une chaleur étouffante, la fameuse interview fut diffusée sur la chaîne la plus regardée du pays. En temps normal, Nathalie aurait fui cet écran. Mais sa curiosité, aussi morbide fut-elle, l'emporta sur l'instinct de conservation. Elle devait savoir jusqu'où Léa irait. Christophe de Beaumont et Jacqueline Roche prirent place à ses côtés dans le grand salon face à l'écran plat. Nathalie serrait un coussin contre son ventre, les jointures blanchies par la force de son étreinte. Le présentateur vedette ouvrit le bal avec un lyrisme dramatique, retraçant la soirée scandaleuse sur le yacht et les images de la fuite éperdue de Nathalie. Puis, après une brève coupure publicitaire, Léa Fontaine fit son apparition sur le plateau. Elle arborait une robe d'un rouge incendiaire qui épousait indécemment ses formes. Sa crinière rousse flamboyait sous les spots, savamment coiffée pour exhaler un savant mélange de glamour hollywoodien et de fausse candeur. Affichant un sourire impérieux, elle s'installa dans un fauteuil immaculé face à son hôte, croisant les jambes avec une grâce minutieusement étudiée. Léa commença par évoquer ses origines modestes, son enfance dans une petite ville de province, son ascension vers la capitale pour réaliser ses rêves, ses tentatives dans le mannequinat, et sa détermination à réussir par tous les moyens. Elle prit soin d'apparaître comme la victime consentante d'un système qui l'écrasait, une étoile née dans le ruisseau égaré dans un monde de requins. L'estomac de Nathalie se contracta, reconnaissant la théâtralité calculée du discours. Puis, le journaliste fit dévier la conversation sur Mathis. Le public en studio retint son souffle, assoiffé de révélations croustillantes. Léa se pencha en avant, adoptant une voix suave, presque chargée de regrets. « Je n'ai jamais eu la moindre intention de blesser qui que ce soit », roucoula-t-elle. Mais parfois, lorsque deux âmes se reconnaissent, il est impossible de lutter. Nathalie serra les dents. Chaque syllabe prononcée par Léa s'enfonçait comme un poignard dans son cœur meurtri. Elle vit la consternation s'afficher sur le visage de Christophe et sentit la main protectrice de Jacqueline se poser sur son épaule. « Vous sous-entendez que Mathis de Montfort dépérissait dans son mariage ?» la relança le journaliste. « Est-ce bien cela ?» Léa marqua un temps d'arrêt, savourant visiblement l'instant. « De mon point de vue, oui », murmura-t-elle en inclinant la tête, comme si elle confessait une terrible tragédie. Il cherchait une femme capable de partager non pas son compte en banque, mais sa flamme, ses tourments, sa solitude infinie. J'étais là pour lui. Je suis persuadée que Nathalie est une personne charmante, sincèrement. Mais Mathis avait besoin de beaucoup plus. Une décharge de haine traversa Nathalie. L'audace avec laquelle Léa se posait en sauveuse de Mathis lui fit bouillir le sang. Une larme solitaire roula sur sa joue, et elle s'ordonna de rester digne pour l'enfant qui palpitait en elle. L'apothéose de l'interview survint lorsque Léa plongea la main sous son siège pour en extraire une pochette de velours sombre. « Beaucoup insinuent que je n'étais qu'un jouet de passage », déclara-t-elle, plongeant son regard avec défi dans l'objectif de la caméra. Mais cette clé prouve tout le contraire. Elle exhiba une clé argentée étincelante, la faisant miroiter avec ostentation entre ses doigts manucurés. C'est la clé d'un pied-à-terre confidentiel sur l'île Saint-Louis. Notre sanctuaire, proclama-t-elle, la voix chargée d'un triomphe indécent.
Il m'a assuré qu'il s'agissait du point de départ de notre nouvelle vie, loin de l'agitation médiatique, loin de tous les fantômes de son passé. Les yeux du présentateur s'écarquillèrent, dans une stupéfaction peut-être sincère ou parfaitement répétée. Des millions de téléspectateurs retinrent leur souffle. Dans le salon feutré de Christophe, Nathalie eut la sensation physique d'encaisser un coup de poing dans le ventre. Ses pires terreurs prenaient forme. Cette liaison n'était pas qu'une succession de baisers volés et de nuits furtives. Léa évoquait la construction d'un avenir, un dessein bien supérieur à la simple bagatelle. Nathalie s'agrippa à son coussin, laissant libre cours à ses larmes. Elle perçut la crispation de Jacqueline et entendit le pourtant flegmatique Christophe jurer entre ses dents. Nathalie ressentit l'envie brutale de fracasser la télévision, mais se contint. Une part d'elle-même exigeait que Mathis démente ou confirme ses horreurs. S'il y avait ne serait-ce qu'une once de vérité dans cette histoire de vie commune sur l'île Saint-Louis, Nathalie savait qu'elle n'y survivrait pas. L'autre part de son âme redoutait un énième tissu de mensonges censé l'apaiser. Le programme s'acheva, laissant le pays en émoi. Un raz-de-marée de réactions inonda la toile. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. En moins d'une heure, la presse nationale s'empara du sujet. Les paparazzis prirent d'assaut l'édifice de l'île Saint-Louis, traquant la moindre silhouette humaine. Nathalie, secouée de violents tremblements, leva les yeux vers Christophe. « Il me faut la vérité », exigea-t-elle d'un souffle mourant. Christophe s'empara de la télécommande et plongea l'écran dans l'obscurité. « Tu l'auras », répondit-il avec une douceur infinie. « Mais agissons avec méthode, Nathalie. Si Mathis souhaite sauver les miettes de son empire et de votre couple, il te rencontrera selon tes règles, loin du délire médiatique. » Jacqueline acquiesça avec véhémence. « Nous ne laisserons pas cette mascarade vous achever, toi et l'enfant, trancha-t-elle, l'instinct de protection chevillé au corps. Une seconde plus tard, l'écran du téléphone de Nathalie s'illumina. Le nom de Mathis. Elle laissa sonner, hésita, puis décrocha, la voix tremblante. « Que voulez-vous » Il parla avec une urgence frénétique, la panique déformant ses mots. « Je te jure que cette clé est volée. Cet appartement appartient au groupe. Tu peux vérifier les registres notariés. Je ne l'ai jamais conviée là-bas. Elle a dû fouiller mon bureau. Je t'en supplie, laisse-moi te parler face à face. » Tiraillée entre une colère noire et un infime espoir, Nathalie consentit à une brève entrevue. Christophe imposa un terrain neutre, et le directeur du palace le Meurice mit à leur disposition l'un de ses salons les plus reculés. Le cœur battant à la rompre, Nathalie quitta la demeure, flanquée de Christophe pour déjouer les objectifs des photographes. Lorsqu'elle pénétra dans le salon, elle découvrit Mathis affaissé dans un fauteuil Louis XVI. Dès qu'il la vit, il bondit sur ses pieds, le regard hanté par la culpabilité. Elle constata la déchéance de son allure, cet homme qui n'avait ni dormi ni rasé sa barbe depuis des jours, et une once de compassion lui serra le cœur avant que le souvenir de la trahison ne vînt la foudroyer. « Je te demande pardon », commença-t-il, la voix enraillée. « Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. Transformer notre naufrage en spectacle d'arène. L'appartement de l'île Saint-Louis, oui, il appartient au groupe Montfort, mais nous le réservons aux cadres internationaux de passage. Léa a dû subtiliser un double dans mes dossiers. Elle avait préparé cette mise en scène depuis le début. » La rage de Nathalie explosa. « Avez-vous la moindre idée de l'humiliation que l'on ressent en voyant une autre femme brandir la clé qui symbolise votre prétendue nouvelle vie ? Je vous ai cru lorsque vous prétendiez que cette aventure n'était rien. Mais cette clé hurle le contraire. » Il fit un pas, voulant saisir ses mains, mais elle recula avec dégoût. « Nathalie, c'est très exactement ce qu'elle veut te faire croire. Elle manipule la vérité pour nous détruire et anéantir ma réputation. » Il baissa la voix jusqu'au murmure. « Mais je sais pertinemment que je suis l'unique responsable de cette descente aux enfers. Je lui ai fourni les armes. Si je ne l'avais pas laissé entrer, pourquoi l'avez-vous fait ?» chuchota Nathalie, les larmes au bord des cils. « Pourquoi n'étais-je pas suffisante ?» Les yeux de Mathis s'embuèrent à leur tour. « Tu es tout pour moi, Nathalie. Tu es bien plus qu'il n'en faut. Ma bêtise, mon arrogance, je ne peux les justifier.
J'étais englouti dans les ténèbres de mon entreprise, écrasé par le poids de l'héritage, et je me suis laissé séduire par quelqu'un qui a su lire cette faille. Je porte l'entière responsabilité de ce désastre. L'esprit de Nathalie revit le sourire carnassier de Léa, ces sous-entendus selon lesquels Mathis réclamait une passion que sa femme ne pouvait lui offrir. « Et comment puis-je être certaine que ce n'est pas un énième mensonge ?» demanda-t-elle, la voix sur le fil de la rupture. « Comment savoir si vous ne cherchez pas simplement à sauver votre réputation parce que le piège s'est refermé ?» Mathis sortit son téléphone, ouvrant à la hâte des documents notariés et des échanges de courriels. « J'ai les actes de propriété, les mails de mon directeur immobilier. Tu peux vérifier par toi-même. » Ses mains tremblaient en lui tendant l'appareil. « J'aurais dû te parler de ce lieu, mais il n'a jamais eu la moindre dimension intime, je te le jure. » Nathalie parcourut les pièces à conviction, s'attardant sur les actes désignant le groupe Montfort et Associés comme unique propriétaire. Les registres de sécurité prouvaient également l'absence totale de visites nocturnes de Mathis ou Léa. Le soulagement livra bataille au chagrin dans son esprit. Si Léa avait menti sur cet appartement, il était fort possible que l'ensemble de cette parade médiatique eût été orchestré pour des desseins que Nathalie n'arrivait pas encore à concevoir. Mais l'affront originel subsistait. Mathis avait choisi la trahison, indépendamment des manigances de sa maîtresse. « Je veux bien croire que Léa vous ait tendu un piège », finit par articuler Nathalie en lui rendant le téléphone. Mais le fait demeure, vous lui avez ouvert les portes de votre vie, de votre intimité, au point de lui conférer un tel pouvoir de destruction. C'est de votre faute, Mathis. Il baissa la tête, une larme s'écrasant sur le tapis perçant. Je le sais. Je passerai le restant de mes jours à expier cette faute. S'il le faut. Je ne supporte pas l'idée de vous perdre, toi et notre enfant. Laisse-moi te prouver que nous pouvons reconstruire sur ces cendres. L'espace d'une seconde, Nathalie sentit ses défenses s'effriter. Elle jeta un regard à Christophe, posté comme une ombre près de la porte. Il lui adressa un imperceptible hochement de tête, lui rappelant qu'elle seule détenait les rênes de son destin. Elle reporta son attention sur Mathis. « Vous m'avez traîné dans la boue, » dit-elle dans un souffle, luttant contre la marée de ses larmes. « Mais le sang de cet enfant nous lie, une vie qui mérite la vérité, la stabilité et l'amour. Je consens à vous observer, à vérifier si vos actes seront à la hauteur de vos serments. Mais n'attendez aucun miracle de ma part. » Une étincelle d'espoir fou s'alluma dans le regard de Mathis. « C'est tout ce que je demande, » murmura-t-il. « Une seule chance. » Nathalie prit une profonde inspiration, scellant ses émotions à double tour. Les paparazzi hurlaient peut-être derrière les portes, la presse imprimait de nouveaux scandales à la minute, mais elle se tenait à la croisée des chemins. Épaulée par Christophe, elle quitta le Meurice, laissant Mathis affronter seul le chaos qu'il avait lui-même engendré. Demain, il livrerait bataille contre la presse, contre le cynisme de Léa, et contre leurs propres démons. Mais pour cette nuit, Nathalie avait juste besoin de respirer. De se souvenir que même au cœur des ténèbres, elle restait maîtresse de son choix, rebâtir son empire intime ou l'abandonner à la poussière. Et tandis que les lumières de Paris scintillaient sous la voûte céleste, elle ignorait encore la voie qu'elle choisirait d'emprunter. Alors que Nathalie et Mathis parvenaient à une paix armée dans le boudoir, Jacqueline Roche fit soudain irruption, le souffle court, le visage blême d'effroi. « Nathalie, il faut que tu vois ça », halta-t-elle. Dans un premier élan de panique, Nathalie crut à une urgence concernant le bébé, mais Jacqueline secoua la tête pour la détromper. Elle sortit de son sac une liasse de photographies, transmises par un contact bienveillant au sein de la presse parisienne. Les clichés ne montraient pas Léa Fontaine au bras de Mathis, mais attablée avec l'un de ses plus féroces rivaux, un patriarche impitoyable de la vieille garde industrielle française nommé Bernard de la Rochefoucauld. Célèbre pour ses stratégies de prédation, ce dernier rêvait depuis des années de démanteler le groupe Montfort et Associés. Sur ces images, Léa et Bernard semblaient conclure un pacte funeste, échangeant des dossiers confidentiels avant de sceller leur accord d'une poignée de main. Les dates imprimées sur les clichés remontaient à bien avant le grand déballage télévisuel de Léa. Les yeux de Mathis s'écarquillèrent d'horreur. « Elle complotait avec la Rochefoucauld pour m'abattre », murmura-t-il, la voix blanche de terreur.
Les pièces de cet échiquier macabre s'emboîtaient enfin. Léa n'avait cherché qu'à provoquer un cataclysme d'une ampleur suffisante pour anéantir l'homme et le dirigeant. De la Rochefoucauld espérait tirer profit de la chute des actions du groupe Montfort, misant sur l'éviction de Mathis par un conseil d'administration affolé. Nathalie fit défiler les photos, le cœur chavirant. La rage la brûlait, dirigée non seulement contre la duplicité de Léa, mais aussi contre la navrante crédulité de Mathis. Pourtant, un étrange soulagement s'insinua dans ses veines. La trahison charnelle était avérée, mais les motivations de la maîtresse relevaient davantage du complot financier que de la grande passion amoureuse que Nathalie avait tant redoutée. L'offense n'en demeurait pas moins cuisante. Pourrait-elle un jour accorder son pardon? Brisant le silence oppressant, Jacqueline prit la parole. Mon contact m'assure que de la Rochefoucauld prépare une OPA hostile imminente. Mathis, le conseil d'administration doit voir ses preuves avant l'aube. Mathis opina, les mâchoires serrées par une résolution implacable. Il se tourna vers sa femme. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander cela, mais je t'en conjure, affrontons-les ensemble. Léa m'a manipulée, oui, mais ma faiblesse m'appartient. Je veux sauver notre famille. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Nathalie resta figée, le fantôme des nuits passées à pleurer son absence venant la hanter. Puis, l'image de la minuscule pulsation à l'écran de l'échographie s'imposa à elle. Leur enfant hériterait bientôt de cet empire, pour le meilleur ou pour le pire. Trouverait-elle la grandeur d'âme de tenter une réconciliation, si ce n'est par amour pour Mathis, du moins pour offrir à son enfant la solidité d'une famille unie? Inspirant l'air chargé de l'hôtel parisien, elle plongea son regard dans celui de son époux. « Je ne vous promets aucun pardon miraculeux, dit-elle d'une voix vibrante. Mais je me tiendrai à vos côtés pour protéger notre avenir. Vous devrez reconquérir ma confiance, Mathis, jour après jour. Plus aucun secret. » Le visage de Mathis s'illumina d'une reconnaissance infinie. Il hocha lentement la tête, les larmes brillant dans ses yeux. Je t'en fais le serment, Nathalie. Plus jamais le moindre secret. Dans les jours brûlants qui suivirent, Mathis et Nathalie présentèrent les preuves accablantes aux membres du conseil d'administration du groupe Montfort et Associés. La machination de Bernard de la Rochefoucauld fut éventée, brisant net sa tentative de putsch. Léa Fontaine, démasquée, prit la fuite et disparut de la scène mondaine, emportant avec elle l'opprobre d'un scandale qui la bannirait à jamais de la haute société. Dans le huis clos de leur attique parisien, Mathis et Nathalie entreprirent la lente et douloureuse reconstruction de leur édifice brisé. De longues nuits de confession, de larmes et de séances de thérapie remplacèrent le tourbillon stérile des galas et du luxe ostentatoire. Nathalie regagna le domicile conjugal avec un optimisme farouchement mesuré, concentrant toutes ses forces sur le miracle de la vie qu'elle portait. Mathis trancha tout lien avec le passé funeste, allant jusqu'à obtenir une injonction d'éloignement contre Léa. Seul le temps, cet implacable juge, pourrait dire si la volonté et l'amour suffiraient à cicatriser de telles blessures. Pourtant, pour la première fois depuis cette tragique nuit d'anniversaire sur la Seine, Nathalie sentit une étincelle de lumière percer les ténèbres de son cœur. L'ascension serait vertigineuse, mais ils l'entreprenaient ensemble, un jour après l'autre, une promesse après l'autre, scellant chaque étape par l'authenticité d'un pardon gagné de haute lutte. Ainsi s'achève ce tumultueux récit de passion, d'infamie et de rédemption, nous rappelant avec force que même les existences les plus dorées peuvent s'effondrer sous le poids des mensonges, et que seules les décisions prises au cœur de l'ouragan définissent la véritable noblesse de l'âme humaine. L'espérance fragile de Mathis et Nathalie parviendra-t-elle à forger une alliance éternelle, et la confiance peut-elle renaître de ses propres cendres? Ces interrogations demeurent, suspendues dans l'air, nous invitant silencieusement à sonder les mystères de nos propres cœurs et la puissance inouïe du pardon.